Allez, c'est parti pour l'un des derniers épisodes de l'année qui tombe le jour de Noël. J'espère que vous profiterez bien de votre réveillon et que vous recevrez plein de cadeaux sportifs. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va donner la parole à une sportive de sport collectif, ancienne sportive de haut niveau. Elle a été joueuse de basket à haut niveau en France. Je suis très heureux de recevoir Melissa Micaletto. Salut Melissa. Salut Armano. Bon, t'as vu, on en parlait un peu en off. On a, je pense, certaines consonances communes dans nos noms de famille. J'ai essayé de le prononcer comme il faut. Ça allait comme ça ? Ouais, c'est parfait. Tu vois, ça m'emmène tout de suite sur une anecdote. Dans les salles, les speakers se sont beaucoup amusés tout au long de ma carrière avec mon nom et j'ai vraiment eu le droit à toutes les chansons, donc c'était sympa. Bon, ton prénom est assez facile. C'est vrai que moi, j'ai eu le droit à tout, à Hermano, Armando, Romano, Yes. Ronano. C'est pas mal aussi. C'est toutes ces variations-là. Ouais, ça va. Moi, j'avais cette chance de ce côté-là. Bon, tu parlais des salles. J'ai dit que tu étais ancienne basketteuse de haut niveau. On va revenir un petit peu sur tout ça. Déjà, enchanté de pouvoir échanger avec toi. Tu es ancienne joueuse de haut niveau, donc tu n'es pas dans la cible des premiers sportifs qu'on a reçus sur ce podcast, comme je te l'expliquais. L'idée, c'est aussi de donner de la voix, de donner de la parole pour raconter toutes vos histoires, et puis par ruissellement, par capillarité, si certaines personnes qui te connaissent et qui t'écoutent ont envie de découvrir les autres invités qu'on a eu sur le podcast, n'hésitez pas à revenir sur le flux, à aller visiter vestiaire au pluriel .org et puis vous retrouverez toutes les sportives et tous les sportifs que nous avons reçus à ce micro. Mélissa, ce que je te propose, je fais ça sur tous mes podcasts, c'est de te tendre le micro, je me décharge et je te laisse te présenter. Dis-nous tout, qui est Melissa Micaletto ? Merci. Dans le basket, on appelle ça une passe décisive, on va dire. En présentation, moi, c'est Melissa Micaletto, effectivement. J'ai 33 ans maintenant. Ça fait un peu plus de 4 ans que je me suis reconvertie en tant qu'entrepreneur, donc d'abord dans le domaine de la préparation mentale. Et depuis un peu plus d'1 an, je me suis associée avec 2 de mes amis entrepreneurs dans la gestion d'une agence 360 degrés de performeurs, agence académie on va dire, parce qu'on est vraiment sur les 2 volets. Avant ça, pendant 11 ans, j'ai effectivement foulé les parquets du sport professionnel dans le domaine du basket, un peu partout en France, parce que j'avais déjà cette curiosité qui me caractérise, je pense, toujours. Je savais pas trop rester à un endroit, et c'est vrai que j'étais curieuse les soifs de performance, de voir différents environnements, et voilà, j'ai dû faire, je sais plus exactement, j'ai plus le compte en tête, mais j'ai dû faire une bonne 12aine de clubs en tout dans ma carrière globale, si on prend les années jeunes également.
Alors il faut que tu rentres avec nous justement dans les vestiaires, il faut qu'on en découvre plus sur ce mythe du basket. Moi j'ai en tête ces grands basketteurs aux États-Unis, alors j'allais dire américains, non même pas, surtout qu'on a des super bons Français maintenant, mais toujours ces belles histoires, ces beaux contes de fées, le gamin qui commence à jouer chez lui dans son quartier, et puis qui est repéré en entrant dans un club ou même par quelqu'un qui passe au bord du terrain, puis il intègre un club et puis de là la belle histoire commence à s'écrire, etc. Est-ce que ça marche pareil en France et surtout chez les femmes? Parce qu'on parle beaucoup sous la lumière, on a beaucoup les basketteurs hommes, mais les basketteuses, les basketteurs femmes, vous êtes aussi de grands sportifs de haut niveau. Ouais, tout à fait. Est-ce que ça marche pareil? Je pense que oui, dans le fonctionnement, c'est vrai que ça peut être ressemblant. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, peut-être la petite différence, c'est qu'on nous entend moins, mais c'est vrai qu'on fonctionne pareil, hein, on s'entraîne pareil, on a les mêmes horaires d'entraînement, voilà, donc oui, ça fonctionne pareil. Je pense qu'on commence à peu près toutes quand on est jeune. Alors ça dépend des gens, mais on va dire peut-être entre 4 ans pour les toutes jeunes à 8 ans, voire après. Ça dépend. Moi j'ai commencé à 8 ans, mais je sais qu'il y a des gens qui ont commencé bien plus tard. Voilà, et puis oui, effectivement, tu l'as nommé, au bout d'un moment arrive le temps des recrutements. Moi c'est vrai que c'est arrivé assez vite parce que je pense que j'avais des bonnes prédispositions pour l'adresse, pour le jeu, pour une certaine forme de compréhension du jeu très très tôt. J'avais comme poste de jeu meneuse de jeu, donc c'est des qualités qui sont assez recherchées à ce poste-là. Donc oui, tu l'as dit aussi, je mesure 1m61, je suis pas très grande et effectivement, quand on me regarde dans la rue, on se dit pas tout de suite que c'est pas écrit sur mon front que j'ai été basketteuse professionnelle, comme effectivement ça peut être le cas peut-être pour un homme qui est bien plus grand. Donc voilà, c'est vrai que ça s'est un peu passé comme ça, et après, une fois qu'on met le pied dans les détections, dans une petite forme de haut niveau déjà, même toute jeune, voilà, moi ça a commencé à peu près vers 11 ans, on s'est commencé déjà, on a commencé à dire, à parler à mes parents, à parler un petit peu d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'aller dans des structures. C'est un peu comme ça que ça a commencé pour moi, ouais. Aller dans des structures, ça veut dire intégrer un sport-études, intégrer un pôle régional, un pôle espoir, un pôle France, autre? Ouais, ça veut dire... alors, dans mon cas, moi, je suis alsacienne d'origine, enfin, alsacienne-italienne, mais j'ai vécu... Mes parents sont en Alsace. Et en fait, pour moi, ça voulait dire effectivement, on me parlait de sport-études au début. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai refusé plus jeune parce que j'étais bien chez mes parents, j'étais bien dans mon collège là où j'étais. Et je voyais pas tout de suite l'intérêt. Et puis j'étais bien surtout aussi dans mon club sportif puisque je jouais à la SIG pour ceux qui connaissent. Voilà, c'était un bon club, c'est toujours un bon club formateur à Strasbourg, un des plus importants. Et je me sentais bien là où j'étais, et puis j'avais pas encore cette conscience du sport de haut niveau finalement, puisque mes parents sont pas du tout du milieu, même si mon papa a fait un petit peu de sport par-ci par-là, mais jamais à niveau professionnel. Donc je découvrais un peu tout ça, et mes parents aussi découvraient tout ça en même temps. Et oui, et en fait, alors ça c'est une anecdote que je raconte assez souvent, mais je fais partie des dernières générations où il n'y avait pas encore de pôle féminin au basket en France. Je pense qu'aujourd'hui ça n'existe plus du tout, mais en Alsace c'est vrai qu'on a eu une période un petit peu creuse, et en fait du coup ce qui ne m'a pas donné l'occasion d'aller au pôle espoir, alors que ça aurait été bienvenu vu mon niveau à ce moment-là d'aller à un pôle espoir, mais ça n'existait pas, donc j'ai dû me débrouiller un peu. On a fait une sorte de pôle espoir maison, on va dire, avec mes parents, puisque je m'entraînais dans mon club, je me souviens, et je faisais des entraînements déjà en plus pour perfectionner mon tir déjà toute jeune. Je me souviens que voilà, je passais 1 heure avec mon papa à faire des tirs pendant que d'autres s'entraînaient. Moi, j'étais sur le côté déjà en train d'améliorer mes compétences personnelles. Donc ça, c'est un peu le truc rigolo. Et ensuite, effectivement, après, c'est enclenché au basket, c'est plutôt... alors l'INSEP pour la génération on va dire des meilleurs du moment qui sont sélectionnés, et après moi j'ai fait les présélections pour l'INSEP, donc j'étais dans les 30 meilleures françaises, puis je me suis arrêtée là parce que je suis pas allée plus loin dans la sélection, et du coup derrière s'est enchaînée une détection pour aller en centre de formation.
Et là, je suis partie à 800 km de chez mes parents, donc à l'opposé, j'étais en Alsace, je suis partie direction Caen. Bon, alors c'est marrant, tu parles de Caen, la Normandie, voilà. Moi je suis rouennais, donc ça me parle. Et d'ailleurs, ouais, j'en ai jamais parlé ni dans ce podcast-là, ni dans les autres, mais j'habitais à Rouen et j'avais ma petite copine qui était à Caen. Et déjà, comme j'avais pas le permis, parce que j'avais pas encore 18 ans, je prenais le vélo, puis je faisais Rouen-Caen en vélo. Je partais le samedi matin, on se faisait 2 bisous et je repartais le dimanche matin pour rentrer à la maison. Voilà, c'était une petite escapade de 130 bornes, mais à l'époque, quand t'as 15-16 ans, ça te forme un peu le mental. C'est marrant aussi ce que tu dis, c'est que toi, tes parents n'étaient pas sportifs et encore moins sportifs de haut niveau, et donc tu as appris à te débrouiller toute seule, et puis surtout ils t'ont accompagné, ils ont intégré le projet sportif de haut niveau avec toi. Voilà, moi j'ai 4 enfants, je suis pas sportif de haut niveau, mais je rêverais que mes enfants le soient. C'est un peu frustrant parce qu'ils sont super doués, mais ils ont juste pas envie. Et tu vois, c'est l'autre côté, c'est l'autre côté de la barrière où t'aimerais bien que, mais non. Donc, ok, toi tu découvres tout ça, tu construis ce projet avec tes parents, après tu rentres en centre de formation, donc très loin de chez tes parents. T'avais quel âge à cette époque-là quand tu intègres le centre de formation ? Et quand je pars, je dois avoir 14 et demi, 15 ans. Quand je rentre, je pense que j'ai 15 ans. Ouais. Et ça dure combien de temps ? Et ça dure 3 ans, du coup, le cycle de centre de formation, la plupart du temps. Alors aujourd'hui, on est un peu plus long. À l'époque, c'était 3 ans, et puis derrière, à 18 ans, on pouvait déjà sortir professionnel. C'est le cas peut-être encore pour les plus talentueux et compétents aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a tendance à prolonger. Aujourd'hui, on est plutôt sur 20 ans en sortie de centre de formation, voire 21 pour les garçons. C'est un peu plus tôt pour les filles et un peu plus tard pour les garçons généralement. Donc ouais, ça dure 3 ans, voire 5 ans. Ouais, mais c'est normal, nous les garçons, on a besoin d'un peu plus de temps pour se développer. Sûrement. Ouais, donc t'as tenté l'INSEP à 13-14 ans, ce qui est vachement tôt quand même. Ouais, alors au basket, je crois qu'on est le sport qui rentre le plus tôt à l'INSEP, effectivement, par rapport aux autres disciplines. Avec la gym peut-être, non ? Ouais, la gym c'est encore avant, je pense. Mais oui, on fait partie des disciplines qui rentrent tôt à l'INSEP, effectivement, par rapport à d'autres, puisque après, voilà, on sait que y en a qui sont à l'INSEP jusqu'à 30 ans et qui s'entraînent là-bas. Enfin voilà, donc c'est vrai que nous c'est une période au basket, et puis après on retourne quasiment jamais à l'INSEP, si ce n'est pour des stages ou ponctuellement, mais c'est vrai que nous on n'a pas de résidence, ou c'est pas notre lieu d'entraînement, puisqu'on s'entraîne dans les clubs qui nous embauchent en fait. Ok. Et donc pendant ces quelques années en centre de formation, on est un peu sur un modèle sport-études, c'est-à-dire tu fais du basket et tu étudies en même temps, et après quand tu sors du centre de formation, donc 18, 19, 20, 21 ans, tu peux enclencher sur des études supérieures en parallèle de ta carrière, si tu veux. Oui, tu peux. Après, bienvenue dans le monde des combattants, j'ai envie de dire, puisque ça a été mon cas. Mais oui, bien sûr, tout est faisable. Après, c'est une question de projet, je pense. C'est une question de maturation aussi, de où est-ce que tu as envie d'aller, comment est-ce que tu vois le sport de haut niveau, est-ce que c'est ton métier, est-ce que dans ta tête, tu te sens prêt aussi à dire que c'est ton métier. Moi, ça a été finalement quelque chose qui est pas arrivé tout de suite. J'étais pro, mais dans ma tête j'étais pas vraiment préparée à être pro. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose un petit peu ambivalent dans ma tête, parce que c'est vrai qu'en fait, encore une fois, je vais passer pour vieille. Aujourd'hui, on a des rôles modèles féminins dans le sport de haut niveau. Je reviens 20 ans en arrière, 25 ans en arrière. On n'avait pas YouTube, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. On voyait pas tant de femmes exceller à haut niveau finalement, ou même avoir un métier en tant que sportif de haut niveau, c'était pas non plus commun. Du coup oui, voilà, de 15 à 18, tu fais ton centre de formation, t'es sur un modèle sport-études, effectivement. Donc nous, on était bien lotis. J'ai été dans un des meilleurs centres de formation de France, qui était Mondeville. Pourquoi le meilleur ? C'est parce que la balance entre effectivement sport et études était assez sympa. On était dans un bon lycée de Caen, qui s'appelle l'Institution Sainte-Marie, qui existe toujours aujourd'hui, et à côté on a été moi j'ai eu la chance d'être triple championne de France à ce moment-là, donc de mes 15 à mes 18 ans. Donc je pouvais pas faire mieux concrètement. Alors en équipe on pouvait pas faire mieux, puisqu'on a gagné tous les titres tous les ans, quoi.
Donc voilà, c'était la belle époque, j'ai envie de dire. Et puis après, ça a été autre chose. Effectivement, quand là, tu sors du centre de formation, que tu as appris à gagner, que voilà, que tout était fait. Alors, bien sûr, il y avait des choses aujourd'hui, il y aurait des choses à améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer, mais on était quand même dans des bonnes dispositions pour avoir et les études et le basket. Donc voilà, après, sortie de centre de formation, tu rentres dans un monde professionnel et là, tu te retrouves effectivement, je disais tout à l'heure, je suis meneuse de jeu. Tu te retrouves à être manager de nanas qui ont 12 ans de plus que toi et il faut les driver sur le terrain, quoi. T'as 18 ans, donc ça, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément, mais c'est vrai que ça fait partie du job et c'est des trucs que je me suis rendu compte après. Quand t'es dans le moment, il faut le faire, en fait. C'est comme ça et on y va et on va le faire. Mais c'est vrai qu'après coup, on se dit, ah ouais, quand même, j'étais là-dedans et puis pas forcément accompagné, pas forcément... Enfin, en tout cas, pas sur cette partie, quoi. Pas forcément alerte sur, OK, il va falloir que tu drives des gens et que tu développes des compétences de leadership et d'affirmation et voilà, tout ça. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que le podcast s'appelle Dans les vestiaires. On rentre un petit peu dans l'intimité dans les vestiaires, mais c'est aussi, j'aurais pu l'appeler aussi l'envers du décor. Et c'est tous ces éléments-là que j'aime explorer. Comme tu le dis, le côté meneur de jeu, il va falloir apprendre à driver une équipe, parce qu'on est sur un sport d'équipe. Des gamines, mais aussi des vraies femmes, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est des femmes beaucoup plus âgées que toi. Tu as 18 ans, tu dois driver des filles qui ont 25-30 ans. Et puis bien, parce que il faut leur faire comprendre aussi que c'est pour le collectif, hein, que il y a X individualités sur un terrain et autour avec les remplaçants, les coachs, les médecins, etc. Mais au final, on est tous censés aller dans le même sens et pas tous se taper dessus. Et puis, j'ai bien aimé aussi ce que tu nous disais au début de ta réponse, c'est t'es pro, mais t'es peut-être pas forcément prêt à être pro. Toi, t'étais pro à 18 ans, tu sors du centre de formation, mais t'étais pas prête à ça. Tu nous as dit parce que il n'y avait pas forcément tous ces rôles modèles qu'on peut connaître maintenant avec l'accès à l'information, l'overdose d'informations même. Du coup, comment est-ce que tu te construis à 18 ans? Tu sors du centre de formation, tu cherches un club, les clubs viennent te chercher. Comment tu apprends à devenir professionnel? Ouais, elle est intéressante cette question. C'est une question que je me pose encore aujourd'hui pour pouvoir extraire des choses aussi et transmettre. Effectivement, comment on apprend? J'ai envie de dire, on apprend en faisant, on apprend en y allant, en se retrouvant dans des endroits hyper confortables, hyper inconnus. Ça, c'est peut-être ce que les gens ne remarquent pas. Tu disais ça au début du podcast, mais voilà, c'est vrai, on voit des fois les sportifs, on voit la partie qui sort de l'iceberg, mais c'est vrai qu'on voit pas tout en dessous, et il y a aussi tout ce côté en dessous à regarder de, en fait, on est loin de chez nous, on connaît pas forcément tous les codes, on sait pas comment ça va marcher, et pour autant, il faut performer. On est là pour ça, on est engagé pour ça. Donc comment ça se passe concrètement? Moi, à 18 ans, c'est intéressant, c'est une question qu'on m'a rarement posée, mais à 18 ans, j'ai un appel, je me souviens, ça doit être le 2 janvier, ou peut-être même le 1er, tu vois, et je viens de faire la fête, concrètement, je suis dans une voiture le lendemain de Nouvel An avec des copines et des copains qui ont du coup 17 ans. Et du coup, oui, je suis rentrée chez mes parents pour les fêtes de Noël. Du coup, voilà, et je reçois cet appel dans la voiture. Et là, tu te dis, ok, c'est un agent au téléphone qui me contacte. Alors, tu comprends pas tout ce qui se passe parce qu'encore une fois, j'avais pas les codes, mais voilà, c'est un agent qui me propose de me représenter pour la saison d'après. Et du coup, de me vendre à des clubs en échange de pourcentage sur la suite, quoi. Et moi, jusqu'à présent, alors oui, j'avais entendu un petit peu parler d'agents puisque j'étais quand même dans un environnement compétitif et où il y avait une équipe première qui était de niveau Euroleague, donc c'est quand même un des meilleurs niveaux européens en basket. Donc évidemment, j'avais un petit peu laissé traîner mes oreilles et entendu des choses, je savais que ça existait. Mais là, c'est vrai que je me retrouve dans le feu de l'action et voilà. Et du coup, je me souviens me tourner vers mon papa et dire j'ai eu cet appel, qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche, enfin voilà, il fallait trouver des solutions rapidement. Est-ce qu'on part avec lui, est-ce que pas? Il se trouve que effectivement, je suis partie avec lui et puis ça a duré quasiment 7 ans. J'ai eu que 2 agents dans ma carrière, donc j'ai changé qu'une fois.
Si tu veux, c'est le moment de balancer des noms, hein. On n'est pas à la radio, hein. Et puis si tu veux rendre hommage à ces gens-là, tu peux y aller. Ah oui, bah, y a pas de souci. Au contraire, j'ai été très bien accompagné. C'est Sébastien Descarrel qui est encore agent aujourd'hui et qui a une belle agence aujourd'hui, j'ai l'impression, internationale. Donc oui, j'ai été très bien accompagné. Voilà, et ça s'est terminé pour des raisons après, personnelles, et qui fait que 7 ans déjà, c'est un beau parcours ensemble. Et je pense qu'au bout d'un moment, après, il faut aussi savoir se renouveler, rencontrer d'autres gens. Et puis après, oui, j'ai eu un agent pour terminer, un autre agent dont j'ai été satisfaite aussi. Et voilà, après, c'était pas le même travail. C'est vrai qu'un agent en début de carrière et un agent en fin de carrière, je dis pas que c'est plus facile pour l'agent en fin de carrière, mais en début de carrière, c'est là où il faut lui trouver des contrats et il est encore personne. Donc forcément, c'est peut-être un peu plus difficile à vendre en tant que joueur. Et du coup, voilà, pour répondre à ta question, c'était ça le commencement, où aussi, quand un agent t'appelle, ça acte aussi le fait que tu as de la qualité en tant que joueuse et que tu vas pouvoir passer professionnel potentiellement, puisque j'imagine que aujourd'hui je le sais puisque je suis de l'autre côté de la barrière, mais voilà, on n'appelle pas tous les joueurs pour les représenter. Ouais, c'est sûr. C'est un peu pareil dans le podcast. On n'appelle pas toutes les sportives et tous les sportifs pour les faire passer sur le podcast. On s'assure qu'il y ait un match, qu'il y ait une histoire à raconter, qu'il y ait quelque chose qui va captiver aussi notre audience. Et puis, comme dans les vestiaires, on essaye d'accompagner aussi les sportifs sur la partie collecte de fonds, des gens qui vont être intéressants à soutenir et qu'on peut soutenir. D'ailleurs, merci encore une fois de bien vouloir témoigner dans le podcast, parce que toi, justement, tu cherches pas de fonds. Tu cherches des clients, et on en reparlera tout à l'heure. Tu nous as parlé un peu de ta société, mais on fera un petit focus dessus. Ok, donc 18 ans, premier agent, donc ça débouche sur un premier contrat. Tu nous as dit aussi que tu avais connu une douzaine de clubs pendant ta carrière. Comment ça se passe un changement de club en fait? Parce que moi j'ai dans l'idée, j'ai toujours en tête, alors je sais pas, si on prend par exemple le foot, alors je suis pas du tout footeux, mais bon, t'as quand même un Kylian Mbappé qui fait péter tous les scores, il est au PSG depuis quelques années. Quand il s'agit de changer, c'est un peu compliqué. Dans le basket et dans le basket féminin, en tout cas pour toi, comment ça se passe? C'est toi qui appelle ton agent, tu écoutes, là, c'est bon, j'aimerais voir autre chose, j'aimerais changer, ou c'est lui qui t'appelle en disant, tiens, j'ai une autre opportunité, ok, ça fait que 6 mois que t'es là, mais est-ce que la saison prochaine, tu te vois à nouveau dans ce club-là, ou tu te vois évoluer vers autre chose? Ouais, c'est un peu des deux, j'ai envie de dire, même des trois, parce qu'il y a le club aussi qui rentre en ligne de mire, c'est-à-dire que soit le club se positionne assez tôt et veut te garder, donc va appeler ton agent pour renégocier ou pour voir comment c'est possible de continuer, soit il souhaite pas te garder, et voilà, la plupart du temps il appelle pas l'agent pour dire qu'il veut pas te garder, il fait plutôt il laisse le temps filer, on va dire, et c'est à son avantage. Après oui, moi j'ai eu la chance quand même dans ma carrière d'être une joueuse assez impactante, plutôt en deuxième division d'ailleurs. Et du coup d'avoir le luxe un peu de pas de choisir, mais c'est vrai que c'est plutôt moi qui ai pris souvent le téléphone en disant bon, là j'ai envie d'aller dans un club peut-être plus ambitieux, ou voilà, qui correspond un peu plus à mon parcours. Ça c'est un vrai apprentissage que j'ai eu tout au long de mon parcours. C'est aussi apprendre à choisir les clubs en fonction de ce que moi je veux aussi, et ce qui est bon pour moi et qui correspond à mes valeurs. Alors tout ça c'est un apprentissage, mais au fur et à mesure on comprend que en fait on n'est pas la joueuse pour tous les clubs non plus, et c'est ok en fait. Et voilà, du coup souvent ça a quand même été moi qui était moteur de ça. Après voilà, mon agent aussi qui appelait, et la plupart du temps c'était une discussion. Après le travail avec un agent en général, c'est dans la saison, tu l'as beaucoup sur nous en termes de timing. On est une saison, c'est de août à mai, on va dire à peu près, pour les dates, et ton agent en général il commence à travailler bien pour toi en train de chercher un club. Ça peut commencer chez les filles à partir de mars. Alors aujourd'hui, je sais qu'on est encore un peu plus tôt des fois, ce qui est assez hallucinant parce que ça veut dire que les saisons ne sont pas terminées, t'as même pas encore joué le titre, que t'es déjà en train de penser à ton club d'après. Donc des fois c'est un peu particulier à vivre, mais c'est comme ça que ça marche. Et du coup voilà, donc la période de fin de saison est très
très marqué par là, tu as beaucoup ton agent au téléphone et tu as beaucoup d'échanges avec lui. Des fois, il te rappelle, des fois, il te rappelle pas. C'est pas toujours si évident, mais voilà. Et t'es dans l'expectative de la suite. Et puis après, pendant la saison, une fois que t'es en club, il a un peu moins de travail. Il s'assure que tout va bien. Il te demande comment ça se passe dans ton club. Il prend des nouvelles. Et puis de temps en temps, tu le vois une fois ou deux pendant la saison, si c'est possible, parce que un agent, il représente plein de joueurs et de joueuses. D'ailleurs, des fois les deux, donc basket masculin, basket féminin, il peut pas être dans toutes les salles en même temps, donc on se voit pas tant que ça. C'est plutôt des échanges téléphoniques et c'est un peu comme ça que ça marche. Et ça marche comment justement avec un agent ? Encore une fois, l'idée c'est peut-être soit de confirmer le mythe, soit de l'infirmer. Est-ce que, les échanges que vous pouvez avoir en dehors du fait que tiens, je me sens pas forcément super bien là, j'aimerais bouger, ça colle pas, je rêve d'aller dans ce club là, etc. Ok, mais tous ces échanges que vous pouvez avoir pendant une saison, est-ce que ça va être le joueur qui revient vers l'agent, qui lui parle un petit peu de ses stats de match, de ses conditions, de ses envies, qui partage je sais pas, des photos, des infos, des vidéos, des insights, quelques anecdotes. Est-ce que c'est plutôt, alors tu vas me dire ça dépend aussi peut-être de l'agent, mais est-ce que c'est plutôt l'agent qui est en demande de ça ? Quel est le métier d'un agent au-delà de placer un joueur dans un club ? Est-ce que ça va être aussi, je sais pas, de lui faire un beau site internet, des belles représentations, d'être là tout le temps à ses côtés, de faire un peu son psy, son prep mental ou autre, ou au contraire c'est très, très factuel, très administratif, Ouais. Justement, elle est très intéressante cette question parce que elle est aussi le fondement de ce pourquoi on fait ce qu'on fait aujourd'hui avec Eudel. C'est que nous, la façon dont c'est fait le basket, le métier d'agent, on aimerait l'amener plus loin, c'est-à-dire que oui, il y a effectivement, tu le disais, le côté administratif, le côté recherche de club, le côté finalement commercial, moi j'appelle ça comme ça. Il y a une grosse partie dédiée à ça, mais la partie accompagnement, elle est à mon sens assez légère encore aujourd'hui, même si ça se structure et on évolue et ça change, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans quelque chose d'assez commercial, d'assez administratif, d'assez juridique. Si on a un souci, on peut faire appel à lui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le côté forcément accompagnement de projet, questionnement, réflexion, prise de recul, prépa mentale, non pas du tout. Même si je pense que certains agents, et je le sais de source sûre, certains peuvent prendre cette casquette aussi, et voilà, je pense que ça dépend aussi des binômes et de la relation. Moi, c'est vrai que je suis restée relativement dans le côté administratif et commercial aussi, parce que c'était comme ça que ça se faisait et pas forcément parce que je voulais pas plus, mais voilà, après on voyait une fois ou deux par an notre agent, on mangeait une fois avec lui et puis voilà. Et puis après il faut aussi prendre en compte que les agents, ils ont un portefeuille client assez large, et ça c'est un enjeu pour les sportifs aussi. C'est une fois que l'agent grossit et qu'il a un gros portefeuille, on se retrouve un peu noyé dans la masse aussi. Donc il faut aussi savoir en tant que sportif, savoir dire ah là je suis complètement noyé, il faudrait peut-être que je change d'agent pour repartir avec quelqu'un qui a un peu moins de clients et qui puisse m'accorder un peu plus de temps. Moi, ça a été un petit peu une des raisons qui a fait que je me suis tournée vers quelqu'un d'autre aussi et que j'ai eu 2 agents. Et puis, la dernière question, parce que dans ce podcast-là, on parle aussi de finances. Ça fonctionne comment, pour autant que tu saches, le business model d'un agent ? C'est-à-dire qu'il prend un cut, il prend un pourcentage une fois qu'il t'a placé. Reprenons l'exemple d'un Kylian Mbappé. Son agent le place, contrat à 130 millions. Au-delà de son salaire mensuel et des impôts qu'il va devoir payer, l'agent, lui, il prend son 10, 15, 20%. Enfin, ça marche comment à peu près ? Ouais. Alors dans le foot, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, je suis vraiment expert de basket. Je pense que dans le basket, c'est plafonné à 10%. Il peut pas aller au-delà. Donc la plupart du temps, c'est 10%. C'est rare que ça soit négocié en dessous. En tout cas, j'ai pas trop connaissance de ça. C'est pas des pratiques qui se font. Donc, quand on parle de 10%, ça c'est important aussi de le prendre en compte pour si jamais il y a des jeunes acteurs du sport collectif. C'est important à prendre en compte aussi que c'est 10% en plus qui prend, c'est-à-dire que si on signe 10 mois, lui il va prendre le 11e mois, et du coup le 11e mois c'est aussi celui dont vous bénéficierez pas en tant que joueur. Donc après c'est des calculs à faire aussi, est-ce que dans toutes les situations j'ai besoin d'un agent ou pas. Il y a peut-être des clubs selon les niveaux où moi je suis pas forcément, même si aujourd'hui voilà c'est une partie de mon métier aussi, je suis pas forcément pro agent. Je pense qu'il y a des situations qui s'y prêtent
où c'est nécessaire et où on gagne du temps. Et il y a des situations, peut-être selon les moments dans la carrière, on est un peu plus en fin de carrière, on maîtrise un peu plus son sujet. Bon, est-ce qu'un agent est encore nécessaire, ou est-ce que je sais négocier au bout d'un moment, j'ai appris cette compétence-là, le club me connaît et je peux aussi faire moi-même le travail de l'agent et prendre pour moi ce 11e mois. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant aussi. Voilà, il y a un peu... moi, ça n'a pas été mon cas, hein, mais il y a un peu... je sais qu'il y a plusieurs styles de management, on va dire, et d'utilisation d'un agent de joueur. Oui, parce que quand on parle de X%, c'est sur le package global. Donc si on prend l'exemple d'un salarié lambda, quand on change de travail ou quand on a un travail, qu'on accepte un premier job ou qu'on change de boulot, on parle de package global. En général, c'est en brut. Admettons 50 000 euros par an. Ces 50 000 euros, c'est le montant brut que l'employeur s'engage à verser, moins les charges sociales, moins les impôts, etc. Ça nous donne un montant net. Donc le 10%, il n'est pas sur le net. Le 10%, il est sur le package brut. Et j'imagine que pour les sportifs, quand on parle de package brut, c'est le salaire, c'est éventuellement les avantages en nature, je sais pas, une voiture, un logement, les frais de repas, enfin tout ce genre de choses qu'il peut y avoir dans un package pour un sportif. Ça peut. Après, en général, le montant, il reste sur le financier, il reste pas sur le package voiture et appartement, où les avantages en nature sont pas pris dans les 10%. Ok, bon, c'est un métier qu'on connaît un peu plus, mon associé et moi chez Player, puisqu'on est recruteur, et donc c'est un peu aussi notre métier. C'est un peu comme si on était des agents de sportifs, mais on est des agents, des employés, des candidats qu'on va placer chez nos clients. Écoute, on va clôturer là un petit peu ce volet-là, mais c'était intéressant d'échanger avec toi, non seulement parce que c'est des choses que tu as vécues de l'intérieur en tant que sportive, mais aussi que tu vis aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse avec la société que tu as créée. On va y revenir un peu après. Sur l'aspect financier, justement, du sportif, de la sportive, comment ça se passe? Alors, il y a cette spécificité que toi, tu étais joueuse de basket, donc dans un sport collectif. Donc, effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, tu es un petit peu plus... les sportifs de sport collectif sont un peu plus confort, un peu plus protégé, puisque l'agent négocie un contrat, enfin l'agent ou le sportif négocie un contrat et il sait combien il va toucher par mois. Après, il y a des sports, même en sport collectif, où les gens, oui, intègrent une équipe. Je pense à Joachim Parizeau de Bayard, qui était un joueur de rugby que j'ai reçu ici, qui nous disait je recevais un salaire en tant que joueur de Pro D2, mais ce salaire me permettait pas de payer mon loyer. Donc, il y a un moment, ce besoin impérieux de financer sa carrière arrive. Comment ça se passe, et en particulier dans un sport collectif comme le basket? Ouais, alors comme je te disais aussi en off, moi j'ai eu cette chance, cette opportunité de vivre correctement de ma passion pendant 11 ans. J'ai pas... Après, voilà, je suis pas quelqu'un très intéressé par le financier. Ça, faut le dire aussi. Enfin, j'étais pas intéressé par gagner plus... Voilà, toujours plus, et être vraiment sur ce côté financier, ça c'est pas... Voilà, moi je voulais juste exercer ma passion, progresser le plus possible, effectivement avoir des fonds pour pouvoir avoir des compétences supplémentaires, j'ai travaillé en prépa mentale, j'ai pris un préparateur physique au bout d'un moment. Tout ça, c'est vrai que c'est des choses qui deviennent importantes. Moi je l'ai fait assez tard dans ma carrière. Si j'avais un truc à refaire, ce serait un peu plus tôt de mettre des moyens là-dessus. Et de prendre conscience de ça aussi, mais c'est vrai que du coup aujourd'hui je pense que et on travaille dessus aussi là-dessus, même en sport collectif, je pense qu'effectivement il y a une base. On a la chance, nous au basket, d'être plutôt bien lotis, et dans les sports assez précurseurs là-dessus, on est des salariés la plupart du temps. Et du coup, oui, on a ce confort, et voilà, on est quasiment assuré d'être payé mois après mois. Je sais que dans le sport individuel, c'est pas forcément le cas, et qu'il y a d'autres façons d'aller chercher de l'argent. Mais ce qui est intéressant et ce qui peut communiquer aujourd'hui, je pense que et nous on cherche à faire ça aussi, c'est de faire communiquer le sport individuel et les sportifs collectifs, les sportifs collectifs, et de voir comment l'un et l'autre fonctionnent, et peut-être s'inspirer d'un côté et de l'autre. Alors c'est aussi peut-être sur la recherche de sponsors. Je pense que nous, au sport collectif, on est en retard parce que justement, on a ce confort, et on se dit qu'on n'a peut-être rien à faire valoir, et que les sponsors vont pas être intéressés par nos résultats. Ou j'entendais, là, ton dernier podcast, j'ai écouté il y a 2-3 jours, je me souviendrai plus son nom, mais il parlait justement
de ce syndrome de l'imposteur, du fait de peut-être pas se sentir suffisamment capable de par ses résultats. Je pense que dans le sport collectif, on est un peu là-dedans mais tant que je suis pas champion du monde, en fait, je peux pas aller chercher des sponsors. Non, en fait, c'est pas totalement ça. Et si les gens, tous les sportifs individuels attendaient d'être champion du monde pour pouvoir aller chercher des sponsors, ça serait très compliqué. Donc voilà, nous, je pense que les sports collectifs, on a beaucoup à apprendre de ce côté-là. Avoir notre modèle qui est quand même assez confortable, mais pour autant peut-être aller chercher des choses différentes, aller chercher dans l'entrepreneuriat, de voir comment ça fonctionne ailleurs, de voir que peut-être je peux me créer aussi une communauté sur les réseaux sociaux et puis faire vivre ça et puis aussi transmettre des choses autour de ma personne et de mes valeurs. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait, honnêtement, j'étais pas du tout là-dedans. Encore aujourd'hui, c'est pas spécialement mon goût, mais je le fais parce que aujourd'hui je suis chef d'entreprise et qu'il faut bien aussi développer mon image. Et effectivement, tu me disais chercher des clients. Ça fait partie du job. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans une de mes lectures que j'aime bien répéter, c'est la plupart du temps, et pour un sportif ça marche aussi bien, c'est 50% production mais 50% vente de la production aussi. Et si on s'occupe pas des 50% vente de production, on aura fait peut-être une action spectaculaire mais personne l'aura vu, donc à quoi ça sert finalement? Ouais, c'est le même problème dans les podcasts, hein. Ouais. Beaucoup se disent c'est bon, t'enregistres et puis c'est fait. Ouais, alors t'as 50%, t'as 30% sur la partie enregistrement, il faut aussi inclure dedans la partie montage, hein, parce que ça demande aussi beaucoup de temps. Et puis le reste, c'est effectivement la promotion, parce que encore plus le podcast, c'est de l'audio, il n'y a pas de référencement naturel sur l'audio. Enfin, ça apparaît de plus en plus, mais c'est quand même pas la grosse fête. Et du coup, il faut faire connaître ton podcast, parce que sinon produire pour la gloire, c'est bien, mais ça aide pas grand-chose. Ça suffit pas. Ça aide pas grand monde en tout cas. La difficulté aussi peut-être dans les sports collectifs, à l'inverse du sport individuel, c'est que pour représenter l'image d'un partenaire, d'un sponsor, ça peut venir en confrontation avec les partenaires, les sponsors du club ou des équipes qui t'embauchent, qui t'engagent. Et puis même au-delà de venir en confrontation, j'imagine que dans une équipe, quand vous êtes en représentation, quand vous êtes en match, vous avez les logos des partenaires de l'équipe, du club, mais vous n'allez pas vous amuser chacun à rajouter un petit écusson, un petit logo en plus. Donc ça doit rajouter aussi une brique de complexité, de difficulté pour pouvoir représenter l'image d'un partenaire, d'un sponsor, au-delà de le faire de façon individuelle. Et donc là, on se rapproche un petit peu plus de cette activité du sportif individuel. Oui, c'est sûr. Là-dessus, je pense que on peut pas tout faire effectivement, puisque quand on signe pour un club, on appartient d'une certaine manière au club, et que derrière on véhicule effectivement ses sponsors sur le maillot. C'est les sponsors du club, et c'est vrai que aujourd'hui, même si dans le basket féminin aussi, aujourd'hui on le voit de plus en plus, c'est vrai que des sponsors individuels ça existe aussi, et voilà, les filles sont sponsorisées par telle ou telle marque, et je pense qu'il y a des moments pour porter le maillot du club, par exemple lors des représentations officielles, et puis les moments peut-être un peu plus off, c'est le moment de porter son sponsor perso, donc je pense qu'il y a un arbitrage aussi à fournir par rapport à ça, mais ça doit pas être un frein, je pense. Au contraire, voilà, si on peut créer de la valeur autour de ça, et puis dans le basket féminin, c'est ce que je disais, on n'est quand même pas encore à égalité entre salaire basket masculin et salaire basket féminin. Donc au basket féminin, pour moi, ça fera pas de mal de faire augmenter les revenus d'une certaine manière aussi. Dans cette course au financement, pour survivre, c'est rare, et notamment chez les sportifs individuels qui partent à la course au financement juste pour devenir de plus en plus riches, comme tu le disais. Les sportifs individuels ont souvent recours aux aides ministérielles, aux aides régionales, aux clubs qui peuvent éventuellement apporter quelques aides particulières. Est-ce que dans les sports collectifs, ça fonctionne pareil, ou au contraire, justement, toutes les aides des fédérations, les aides ministérielles et autres, elles sont redistribuées aux clubs qui, eux, après, se chargent de redistribuer, mais finalement, c'est intégré dans la rémunération que vont recevoir les sportifs? Ouais, alors ça, c'est plutôt la partie de mon associé, j'avoue. Moi, je suis pas experte dans le domaine financement. J'ai une associée qui est plutôt conseillère gestion patrimoine, donc c'est plutôt son domaine. Mais c'est vrai que j'ai quand même commencé à mettre un peu le nez là-dedans, parce que voilà, j'ai des clients, ne serait-ce qu'en préparation mentale, où ça peut rentrer dans le package aussi d'avoir une subvention qui peut aider à financer la prépa mentale. Donc là, j'ai vu quand même que dernièrement, il y a des aides effectivement ministérielles qui peuvent être déclenchées, mais c'est un petit peu pareil. C'est jamais facile, parce que
voilà, là je vais revenir à mon expérience personnelle. Vous vous souvenez que j'ai dit que je suis partie de chez moi d'Alsace à 15 ans et que je suis allée à 800 km voilà, m'entraîner et jouer ailleurs. Et en fait, j'ai le cas là avec une jeune joueuse, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle est à un endroit en France, on va dire Lille en France, et elle joue à, j'en sais rien, un club à Mâcon, on va dire. Donc il y a aussi du kilométrage entre les deux, et en fait, le fait qu'elle soit née à Lille, par exemple, fait qu'elle ne peut pas avoir les subventions parce qu'elle s'entraîne dans une autre région. Donc il y a aussi un petit peu ces soucis-là de faire concorder un peu les choses qui finalement ne sont pas très réalistes. Parce que le sportif, oui, il est amené à bouger. Donc si on reste dans sa région d'origine, en termes de financement, c'est un peu compliqué. Voilà, et l'administration en France, on sait qu'elle est quand même assez lourde et pas très agile. Donc voilà, il y a ces problématiques-là aussi à prendre en compte. Et puis il y a aussi le fait d'être sur les listes de haut niveau ou non au basket. Malheureusement, il y a très peu de joueuses qui sont finalement sur les listes. Il faut, il me semble, avoir été en équipe de France minimum, alors que si on prend la Ligue 1, la LFB chez nous, le premier niveau, je pense que les 3/4, on n'est pas du tout sur la liste, et pour autant on est basketteuse pro, et je pense que certaines qui rentrent dans le circuit qui ont 18 ans, elles cracheraient pas sur une petite subvention pour les aider à commencer, quoi. Ouais, non, c'est clair. Quand on sait combien il y a de joueurs en équipe de France, alors on prend l'équipe principale plus les remplaçants, ça fait effectivement pas beaucoup de place pour être sportif de haut niveau. Après, il y a éventuellement celles qui sont passées par l'INSEP, enfin celles et ceux qui sont passés par l'INSEP, mais voilà, ça reste toujours. Je pense que ça se compte sur les doigts de une ou deux mains. Hein. C'est ça. Une peut-être pas. Allez, deux. Deux, ouais. Ok, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Tout ça, ça t'a amené, tu disais, à t'associer avec deux amis qui ont aussi chacune leurs compétences pour lancer une société. Est-ce que c'est quelque chose qui est issu des enseignements de ton expérience de sportif de niveau, de vouloir changer quelque chose justement dans le système, ou c'est juste une question d'opportunité, trois copines au bord d'une table avec un bon verre de vin qui se disent tiens, et si on se lançait dans une boîte? Honnêtement, si on avait fait 3 copines avec un verre de vin et qu'on se lançait dans une boîte, on n'aurait peut-être pas choisi le sport de haut niveau, je pense. Parce qu'il y avait plus facile, entre guillemets. Je pense que voilà, si on fait ça, c'est sûr, c'est relié à nos parcours personnels, à nos difficultés rencontrées. Parce que, comme je disais, on est 3. Donc, il y a Stéphanie Dufour qui est dans le conseil en gestion patrimoine et l'éducation financière. Il y a Kelly Corr qui est mon autre associée, qui elle est plutôt orientée prépa physique. Et moi, du coup, qui suis la troisième et qui suis plutôt orientée prépa mentale. Et en fait, on a chacune nos compétences, et on s'est rendu compte, le tout départ, c'était qu'on a cheminé. Donc elles font partie de l'épopée de championne de France de 15 à 18 ans, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et en fait, après, on est toutes les 3 passées pro avec des chemins de vie différents. Il y en a qui, voilà, Kelly et moi, on est vraiment restés dans le milieu pro. Stéphanie a une histoire un petit peu différente. Elle a mélangé beaucoup plus tôt que nous l'entrepreneuriat et le sport pro, puisqu'elle avait déjà en gestion une entreprise à 22 ans. Et en fait, on s'est retrouvés quasiment, j'ai envie de dire, 12 ans plus tard, à une table, effectivement, en se disant, en se racontant nos histoires, et puis en se disant, il y a quelque chose à faire, il y a les jeunes à aider. Voilà, on a rencontré chacune dans nos domaines des difficultés. Donc Stéphanie a rencontré des difficultés financière, dans le sens où elle a gagné de l'argent, mais l'argent n'est pas forcément resté, et elle s'est rendue compte que c'était le souci d'autres sportifs autour d'elle aussi, et du coup a voulu aider dans le domaine. Kelly s'est blessée assez lourdement au genou pendant des années, elle a traîné ça et elle n'a pas performé à hauteur de je pense qu'elle aurait pu faire, et elle s'est le potentiel a été limité par la blessure, et du coup ce qui a amené sur la prépa physique. Et puis moi j'ai fait une sorte de burn-out à 27-28 ans, alors que j'étais dans le moment où j'étais la mieux dans ma carrière, où physiquement j'avais toutes mes capacités, tactiquement ça allait, mais dans la tête je commençais à être fatiguée, et j'avais pas de clé, j'avais pas spécialement travaillé en préparation mentale, et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et du coup c'est comme ça que moi j'ai commencé aussi à travailler sur la prépa mentale, et en fait de là est né Eudel, en se disant si nous on est passé par là, il y a certainement d'autres joueurs, d'autres athlètes qui vont rencontrer ça. Et j'élargis un peu, mais je pense que aujourd'hui on essaye de parler de performeurs, parce qu'on pense que ça se limite pas aux sportifs, et que je pense que les entrepreneurs peuvent rencontrer des soucis dans ces domaines-là aussi, et que les artistes sont confrontés aussi à ça. Donc nous
dans la vision, ce serait faire un mix entre artistes, sportifs et entrepreneurs. Ce serait vraiment chouette pour nous et c'est ce qu'on essaye de faire aussi au quotidien. Bon, rappelle-moi de te mettre en relation avec Ntoyi Kachalet, qui est auteur, compositeur, performeur, que j'avais reçu au tout début, dans la première saison de ce podcast, qui se concentre pas uniquement que sur les sportifs. Et c'est marrant que tu en parles, tu vois. L'idée, c'était aussi de donner la parole aux performeurs de manière générale, aux artistes, aux musiciens, aux sportifs. Et ouais, je pense que là aussi, il y a quelques ponts à faire. Donc, il faudra que je te mette en relation avec elle. Avec grand plaisir. Du coup, là, pour rester sur Huddle, qu'est-ce que vous proposez ? On a compris, toi, tu apportes la brique prépa mentale, Kelly, la brique prépa physique, et puis Stéphanie, plutôt la brique éducation financière. Est-ce que vous avez une offre qui est beaucoup plus globale ? Tu nous disais en début d'épisode que c'est une agence, une académie 360, ça veut dire quoi en fait ? Ouais, c'est oui effectivement là. Donc là, toi, tu as nommé plutôt la partie, moi, ce que j'appelle de terrain, avec du spécifique, avec peut-être de l'analyse tactique qui peut venir. Alors nous, c'est plutôt le basket là. Quand on part sur du tactique, on va rester quand même sur nos compétences. Mais peut-être qu'un jour, on aura un expert tactique. On est très proche du rugby aussi. On a beaucoup d'amis et beaucoup de sportifs qu'on connaît dans le domaine du rugby. Donc il peut y avoir aussi du conseil un jour tactique sur le rugby, pourquoi pas. Mais en fait, effectivement, nous, on est vraiment sur du sur-mesure. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et c'est à partir du moment où l'athlète nous appelle et fait part d'un besoin, il y a une sorte d'audit, effectivement, un premier rendez-vous, un rendez-vous découverte, où on va écouter d'abord quels sont les besoins et puis derrière fournir en fonction de nous ce qu'on peut proposer. Donc là, je parlais de la partie terrain, mais il y a aussi toute la partie secondaire qui est plutôt extra-terrain. Et du coup, là, on va être sur la partie agence, donc marketing, gestion de l'image, service médical aussi. Alors là, on est encore un peu dans la partie terrain, mais s'il y a besoin d'avoir un second avis, un chirurgien, ou si on n'a pas accès à tout ça, voilà, je pense au sport individuel, ça peut être très pratique aussi d'avoir un rendez-vous directement avec nous. Nous, c'est des choses qu'on a en interne. On a un service juridique aussi, là, on s'est attaché les services d'un avocat dernièrement, donc ça, c'est aussi pour les contrats, c'est intéressant, que ce soit sponsoring ou contrat dans le sport collectif, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ça en appui. Et voilà, donc venir, je pense qu'il y a peut-être encore quelques services qui vont émerger. Comme je te disais en off aussi, on est encore en structuration, ça fait tout juste 1 an. On se sert aussi, voilà, on est en test and learn, hein, on se sert aussi de ce que les gens nous apportent, ce que les athlètes ont besoin pour construire aussi les bons services. Ça me fait penser qu'il y a aussi un service administratif qu'on va mettre en place parce que nous, on s'est rendu compte aussi que des athlètes étrangers qui venaient chez nous n'ont pas forcément accès à... Bon, vous allez comprendre à travers mes intonations que je ne suis pas amoureuse de l'administration française, mais voilà, qui ont besoin d'aide de ce côté-là aussi, parce que des fois, ça peut être pour les visas très longs, pour les démarches administratives très longs, pour peut-être des dossiers de subvention très longs. Et là-dessus, on voudrait aider aussi. Donc c'est vraiment un 360 parce qu'il y a du terrain et de l'extra-terrain et qu'on prend l'athlète dans sa globalité. Ouais, moi, je dirais 359, il vous manque la brique podcast. Faut qu'on en discute. Ouais, carrément. C'est un projet. Intéressant. Écoute, c'était super intéressant comme échange. Peut-être pour terminer, j'ai encore 2 questions. Normalement, je demande à mes invités ce qu'ils pourraient dire qu'est-ce que tu pourrais dire à la petite Mélissa de 13-14 ans, justement, si tu la voyais. Et surtout, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait en te voyant toi maintenant ? Tu vois, si tu pouvais te confronter un peu cet aspect fantastique, science-fiction, Mélissa de 33 ans qui rencontre la petite Mélissa de 13-14 ans, qu'est-ce que toi tu lui dirais et qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait ? Ouais, c'est intéressant dans un sens comme de l'autre. C'est vrai que je l'ai fait j'ai déjà eu cette question quelques fois de maintenant à qu'est-ce que je dirais à 13 ans, mais dans l'autre sens, je l'ai jamais eu, donc c'est intéressant. Moi, de maintenant à la petite Mélissa de 13-14 ans, je lui dirais de garder sa pugnacité, j'ai envie de dire, sa hargne, parce que c'est vrai que j'étais une jeune déjà pleine d'énergie, qui savait déjà ce qu'elle voulait, et surtout de rester dans sa ligne de conduite, quelque chose comme ça, parce que je pense que tout au long du parcours, on va rencontrer beaucoup de gens et il y aura des gens qui seront avec toi et puis il y aura surtout beaucoup de gens qui seront contre toi et je pense que c'est très important d'avoir aussi, et là je boucle aussi avec ce concret, d'avoir un entourage. Je pense que plus j'avance et plus je vois que
c'est hyper important de bien s'entourer, d'avoir le soutien nécessaire aussi quand ça va moins bien. Et dans le sport de haut niveau, ça va quand même souvent moins bien que les moments où on gagne vraiment. Enfin voilà, je pense vraiment qu'on passe beaucoup de temps à perdre jusqu'au moment où on gagne par séquence, et c'est des moments d'euphorie. Mais voilà, donc de rester bien dans ses baskets, bien dans son projet, de garder les oreilles ouvertes, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui me caractérise encore aujourd'hui, d'être curieuse, d'avoir cette curiosité et de prendre tous les conseils qui sont bons à prendre, mais peut-être de bien s'entourer et d'avoir les bonnes personnes au bon moment et de bien sélectionner. Voilà, je pense que tout conseil n'est pas bon à prendre. Et ça, j'ai peut-être mis du temps à vraiment le comprendre et à l'intégrer, donc c'est ce que je lui dirais. Et à l'inverse, tu vois, quand tu m'as donné cette question, je me suis tout de suite dit, ah ouais, en fait, elle serait super fière, quoi, parce que ce que je crée aujourd'hui, je le partage avec mes associés, mais Tony Parker a titré son... Je suis assez fan de Tony Parker, en tout cas l'entrepreneur et le sportif évidemment, mais l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui, il a titré son livre... Normand de Rouen. Ouais, en plus normand. Et il a titré son livre Au-delà de tous mes rêves, et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que je suis en train de faire aussi, c'est-à-dire que je vais au-delà de mon rêve qui était finalement pas très défini, de devenir basketteuse pro. À 1m61, c'était pas écrit que j'allais faire une carrière de 11 ans, et puis finalement je deviens entrepreneur, c'était pas non plus... écrit, c'est pas quelque chose, évidemment, c'est pas sorti du chapeau, je suis quand même fille de deux chefs d'entreprise, enfin mes parents ont monté leur entreprise aussi, j'ai baigné là-dedans, donc c'est pas anodin, mais c'était pas quelque chose qui était prévu, écrit, et puis finalement là je me retrouve aujourd'hui dans une aventure entrepreneuriale avec deux de mes amies qui sont elles aussi entrepreneurs, c'est assez fou ce qui nous arrive, et puis on prend beaucoup de plaisir même s'il y a énormément de travail. Ça nous a jamais fait peur, mais c'est vrai que du coup, je pense que la petite de 13-14 ans, elle se dirait quand même, ah ouais, quand même, elle est en train de faire tout ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Wow. Je retiens quand même que tu as dit, il y a plus de côté moins bien que de côté bien dans le sport de haut niveau. Ouais. Je le retiens et j'incite vraiment nos auditrices et nos auditeurs à écouter cette phrase et peut-être à s'en faire un motto pour que justement les choses changent. Pourquoi justement il y a plus de côté moins bien que de côté bien pour toi ? On prolonge un peu la discussion, mais j'ai pas envie de laisser ça là-dessus. Ouais, quand je dis moins bien, c'est peut-être difficile aussi. Je pense qu'il y a enfin voilà, le sport de haut niveau, hein, quand on parle, je parle pas du sport tout public, je parle vraiment du sport de haut niveau, et là je vais le croiser encore avec... moi j'aime beaucoup m'inspirer et écouter justement les sportifs, donc ton podcast, je le connaissais pas avant, je vais l'écouter beaucoup, mais j'adore m'inspirer de ça, et ce matin j'entendais les frères Mawem en escalade, là je sais qu'ils vont bientôt arrêter, et puis ils sont quand même talentueux, bons dans ce qu'ils font, et voilà, pour moi c'est des rôles modèles aussi en France. J'aime bien quand on a des bons sportifs, et ce matin pour la première fois, je les ai entendus dire quand même que le sport de haut niveau, y en a un qui disait je dois me faire opérer d'une hanche, j'ai les doigts complètement éclatés, je vais pas pouvoir aller plus loin. Je crois qu'ils ont 34 ans, quelque chose comme ça, donc c'est pas... Mais dans le sport de haut niveau, c'est beaucoup. Et puis il y en a un des deux qui disait en fait j'ai 34 ans, mais c'est comme si j'avais 65 ans dans la vraie vie aujourd'hui, donc dans mon ressenti. Et je trouve ça très vrai, en fait, c'est que on se rend peut-être pas compte, effectivement, le sport de haut niveau, et c'est cool, je veux qu'on continue là-dedans, on est des inspirations pour les gens, on est moteur, on est source de motivation parfois, et ça c'est chouette. Mais par contre, c'est vrai que peut-être j'invite un peu les gens à regarder aussi l'envers du décor et à voir tout le travail qu'il y a à fournir, et peut-être, là on va reboucler, à leur donner aussi un peu plus de moyens à ces sportifs pour pouvoir justement exprimer peut-être les choses un peu plus facilement dans cette difficulté quotidienne, parce que pour satisfaire les gens le samedi soir ou d'autres moments de la journée, ou la plupart du temps c'est le week-end quand même, le sport, ça demande énormément de travail. Moi, à titre perso, je suis pas celle qui m'entraînait le plus, mais pour avoir une prestation qualitative le samedi, j'avais entre 14 et 20 heures de travail effectif de sport dans la semaine. Donc
Donc voilà, c'est quand même pas rien et il y a besoin de moyens et de soutien de ce côté-là aussi. C'est une très belle conclusion. Je te remercie pour ça, Mélissa. Pour terminer, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on peut éventuellement contacter Huddle si on est sportif de haut niveau, parent de sportifs, cousin, frère, et qu'on veut filer un coup de main à nos proches qui justement se lancent là-dedans ou qui sont déjà des sportifs de haut niveau et qui veulent avoir un accompagnement plus efficace, on va dire, plus proche. Ouais, on nous retrouve, on est présente sur Facebook, Instagram, et c'est tout. On n'a pas encore de site internet, ça ce sera à venir, mais on a fait au plus simple, au plus rapide. Et du coup, c'est Huddle, la performance sur mesure, le nom complet. Et effectivement, si vous voulez venir encore un peu plus proche de nous, on a mis un groupe dédié aux parents, spécifiquement parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a un accompagnement de ce côté pour les tout jeunes. Et sur Facebook, ça s'appelle Huddle le club. Donc on a un club où on accueille les parents des jeunes sportifs pour déjà avoir les premiers... quand vous vous rendez compte en tant que parent que un jeune sportif... vous fait part de sa volonté d'aller plus loin. En général, ça se situe entre 10 et 14 ans. Que vous vous sentiez pas forcément bien outillé au sein de vos clubs, que vous n'avez pas les ressources autour de vous, que vous savez pas comment faire, nous, en fait, on vous accueille chez nous dans notre club, c'est notre volonté. Et puis, dans ce club, c'est encore tout frais, mais on va l'animer là prochainement en donnant des informations sur comment ça marche le sport de haut niveau et comment on fait pour aller plus loin. Puis c'est la première étape pour nous, pour ensuite pouvoir accompagner les jeunes et les adultes derrière tout au long du parcours. Eh ben écoute, c'est super, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode, je te reprendrai les liens et puis comme ça les gens auront juste à cliquer dessus. Et donc si vous êtes en train de courir, de faire le ménage, de passer l'aspirateur, de préparer à manger pour les enfants, vous pouvez faire une pause et regarder dans les notes de l'épisode, vous aurez tous les liens pour pouvoir aller regarder tout ça, contacter Mélissa et ses associés et puis faire que votre carrière ou celle de vos proches, sportivement parlant, puisse exploser. Mélissa, merci encore pour tout ça, on te souhaite une bonne continuation, faites bien exploser Huddle et toutes les sportives et les sportifs de haut niveau, ramenez-les tout en haut de la pyramide de la performance et ça ne veut pas forcément dire sur la plus grosse boîte, sur la plus grosse marche de la boîte, mais en tout cas merci encore, à très bientôt. Merci à toi. Et puis chères auditrices, chers auditeurs, on se parle la semaine prochaine. Merci. Derrière chaque médaille, chaque record, il y a une histoire et j'espère que vous avez apprécié celle de Mélissa Micaletto que vous venez d'entendre. Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. La philanthropie sportive, ça vous parle ? Eh bien, c'est notre mission sur le podcast Dans les vestiaires. On vous fait découvrir des athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte. On est 100% transparent, 1 euro donné égale 1 euro pour l'athlète. Mélissa n'est plus en activité, mais ce n'est pas le cas d'une bonne partie des invités du podcast. Alors venez visiter notre site vestiaire.org pour les soutenir et partager cet épisode au maximum et faire découvrir les combats de ces guerriers. Sportez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain dans un nouvel épisode. Salut les sportifs!